Je vous l'ai dit, il n'a rien à faire ici. Sortez-le. La passagère blanche, Belle, a crié sur le jeune garçon noir assis tranquillement en première classe. Toute la cabine de première classe a explosé dans le chaos. Les passagers criaient, les agents de bord s'efforçaient de maintenir l'ordre et les téléphones enregistraient chaque seconde explosive. Quelqu'un appelle le 911, a crié un homme. Ce jeune noir doit être arrêté immédiatement. Bientôt, des officiers en uniforme ont pris d'assaut l'avion, prêts à arrêter l'enfant. Le petit Michael Ashworth, le garçon en question, leva les yeux à travers ses larmes vers la mer de visage en colère et hostile. Il était bouleversé, terrifié et confus, complètement perdu quant à la façon dont son vol tranquille vers Boston s'était transformé en un véritable cauchemar. Ses yeux innocents et déconcertés scrutaient la pièce, sa voix n'était qu'un murmure tremblant. « Je n'ai rien fait, s'il vous plaît. » Mais en 5 minutes, tout a changé. La femme même qui avait exigé l'arrestation de cet enfant allait bientôt implorer son pardon. Parce qu'elle venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Si vous vous opposez à l'injustice, cliquez sur le bouton d'abonnement, tapez « Oui » dans les commentaires et dites-nous d'où vous regardez. Parce que cette histoire est sur le point de prendre le plus choquant tour que vous ayez jamais vu. C'est l'histoire de la façon dont le racisme d'une femme et sa tentative désespérée de piéger un enfant innocent ont conduit à la chute la plus spectaculaire que vous ayez jamais vue. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce moment de chaos, il faut revenir en arrière. 3 heures plus tôt. Un vol de Los Angeles à Boston. Michael Ashworth. Ce n'était pas n'importe quel garçon de 8 ans. Michael vivait à Beverly Hills, en Californie. Vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon kaki parfaitement repassé, il ressemblait à n'importe quel autre enfant bien habillé voyageant en famille. Mais Michael voyageait seul. Et il portait quelque chose d'extraordinaire. Pendant que les autres enfants regardaient des dessins animés ou jouaient à des jeux sur des tablettes, Michael résolvait tranquillement des problèmes de calcul de niveau doctoral. Nous parlons de mathématiques qui ont mis au défi les doctorants des universités d'élite. Il ne s'agissait pas d'un enfant surdoué, faisant des devoirs supplémentaires. Michael était un génie certifié et ses capacités avaient stupéfié les professeurs à travers le pays. Il ne se rendait pas à Boston pour le plaisir. Il était le fils de Donovan Ashworth, PDG milliardaire d'Ashworth Technology, l'une des entreprises technologiques les plus puissantes d'Amérique. Mais plus important encore, Michael venait de devenir la plus jeune personne jamais intronisée au temple de la renommée des mathématiques. À 8 ans, il avait accompli ce dont la plupart des mathématiciens rêvent toute leur vie. Alors qu'il s'installait au siège 1A, Michael sortit sa tablette et reprit son travail, complètement inconscient que sa passion pour les chiffres serait bientôt la seule chose qui le maintiendrait sain d'esprit pendant la pire expérience de sa vie. Mais Michael n'était pas la seule personne à avoir une histoire ce jour-là. Belle Quinton. 45 ans. Responsable marketing de niveau intermédiaire chez Ashworth Technology, la même entreprise appartenant au père de Michael. Même si elle avait aucune idée qui était vraiment le petit garçon assis sur le siège 1A. Sa vie était en train de s'effondrer. Elle venait d'être rétrogradée après ce que ses supérieurs ont décrit comme des « résultats trimestriels désastreux ». Son travail ne tenait plus qu'à un fil. Ce vol pour Boston était sa dernière chance de sauver sa carrière, elle espérait impressionner les hauts dirigeants lors d'une conférence technologique. Mais Belle transportait autre chose à bord. 2 téléphones. Un seul téléphone de travail comme tout professionnel. Et un téléphone jetable, intraçable, pour ce qu'elle appelle les « urgences ». Ce n'était pas de la paranoïa. C'était de la préparation. Parce que Belle avait des croyances racistes profondément ancrées sur ce qu'elle appelait « l'ordre social naturel ». Dans sa vision du monde déformé, les Noirs qui réussissaient étaient des menaces, des perturbations par rapport à ce qu'elle croyait devoir être. Alors qu'elle montait à bord de l'avion et qu'elle apercevait Michael en première classe, ses préjugés se sont enflammés. Dans son esprit, il y avait certainement passé enfant aurait dû être à cette place. Mais ils n'étaient pas les seuls acteurs de ce drame en cours. Tempérance Rodriguez était l'hôtesse de l'air affectée à la première classe. Une femme progressiste qui croyait en l'équité et au respect des tous passagers, quel que soit leur âge, leur origine ou leur apparence. Elle se retrouverait bientôt obligée de défendre un enfant contre la cruauté des adultes. Marcus Stone, siège 3C. Apparemment un homme d'affaires ordinaire se rendant à Boston. Mais en vérité, il s'agit d'un agent de l'air fédéral infiltré. Formé à observer et intervenir si nécessaire. Il était sur le point d'assister à un crime haineux. Crawford Chen,
un homme d'affaires âgé. L'un de ces passagers qui juge hâtivement en se basant uniquement sur l'apparence. Il serait bientôt obligé de faire face à toutes les hypothèses qu'il avait formulées. Et enfin, Sarah Fino Williams, une jeune maman avec son téléphone toujours prêt. Elle a commencé le vol en tant que spectatrice passive. Mais bientôt, il capturera des images qui bouleverseront tout. Alors que le vol 447 se préparait au décollage. Aucun d'entre eux ne pouvait imaginer qu'il allait faire partie d'une histoire qui allait déchirer le côté le plus laid de la nature humaine. Et finalement prouver que la vérité et la justice peut triompher de la haine et des préjugés. Mais le véritable drame a commencé lorsque Belle Cointon a décidé qu'un garçon noir de 8 ans ne méritait pas son siège. Belle se précipita directement vers le siège de Michael et se tint au-dessus de lui comme un prédateur évaluant sa proie. Sa voix était aiguë, exigeante, pleine de sentiments de droit. « Excusez-moi, mais vous êtes assis dans mon siège. Déplace-toi vers l'arrière, là où tu appartiens. » Michael leva les yeux de son calcul. Calmement, poliment, il lui montra sa carte d'embarquement. « Madame, ici le siège 1A. C'est ce qu'indique ma carte d'embarquement. » Mais Belle ne se souciait pas des faits. Il ne s'agit pas de laisser passer imprimé, de politique de compagnie aérienne ou de décence commune. Son esprit raciste avait déjà rendu son jugement. Et elle voulait que tout le monde l'entende. « Je m'en fiche de ce que ça veut dire point faux papier, dit-elle, cria-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus du bruit de la cabine. Les enfants aimant-toi, ne voyagez pas en première classe. Je suis un dirigeant d'entreprise. Je mérite ce siège plus que certains points enfants au hasard. » C'est à ce moment-là que Tempérance Rodriguez est intervenue. « Madame, dit-elle fermement, j'ai vérifié la réservation de ce passager à plusieurs reprises. Son siège est parfaitement légitime. » Mais Belle ne recula pas. Sa rage s'est intensifiée. Et la tirade raciste qui a suivi était si vile, si chargée de haine, qu'il est difficile de la répéter. « C'est ridicule, écria-t-elle. Vérifie son carte de crédit. Vérifie son IDENTIFIANT. Sa famille ne peut pas se le permettre. C'est probablement volé. » Les yeux de Michael se remplirent de larmes. Non pas par colère, mais par profonde confusion et par souffrance. Sa voix tremblait. « L'assistante de mon père a acheté mon billet. Je vais à Boston pour un concours de mathématiques. » Mais Belle avait déjà fait des dégâts. Elle avait empoisonné l'air et les passagers ont commencé à murmurer. Crawford Chen se tourna vers Michael avec suspicion. « La dame a raison, » a-t-il déclaré. Il semble inhabituel qu'un enfant soit seul en première classe sans surveillance adéquate. Le visage de Michael a changé. Il réalisa que la cabane se retournait contre lui. Que sa peau était utilisée comme preuve de culpabilité. Belle l'a vu. Et elle a bondi. « Exactement, grogna-t-elle. Il y a quelque chose de grave ici. J'exige que vous le déplaciez, immédiatement. » Il ne s'agissait plus d'un siège. C'était devenu quelque chose de bien plus laid. Et dans les instants suivants, tout allait s'effondrer, ou changer radicalement. Il ne s'agissait pas seulement d'une femme impolie dans un avion. Il s'agissait de la conviction profonde de Belle Cointon selon laquelle il existait un ordre social naturel, un ordre dans lequel les Noirs qui réussissaient n'avaient leur place que s'ils connaissaient leur rôle. Dans sa vision du monde tordu, la vue d'un enfant noir de 8 ans assis avec assurance en première classe n'était pas seulement inhabituelle. C'était offensant. Cela remettait en question toutes ses convictions sur la hiérarchie raciale. Mais ce qui rend cette histoire vraiment exaspérante, c'est ce qu'elle ne savait pas. Michael n'était pas un enfant comme les autres. Ce n'était pas un simple enfant avec un billet de première classe. C'était un génie mathématique certifié, le fils d'un milliardaire de la technologie qui s'apprêtait à recevoir la plus haute distinction internationale en mathématiques. Et rien de tout cela n'avait d'importance pour Belle. Tout ce qu'elle voyait, c'était la couleur de sa peau. Alors que la confrontation s'intensifiait, que de plus en plus de passagers rejoignaient le cœur raciste de Belle, le petit Michael était assis sur son siège, des larmes coulant silencieusement sur ses joues, se demandant ce qu'il avait fait de mal. Il résolvait des problèmes de calcul qui auraient laissé perplexes la plupart des professeurs d'université discrètement et respectueusement tandis que les adultes autour de lui faisaient des suppositions alimentées par la haine. Il n'avait aucune idée que les choses allaient empirer. Bien pire. Il ne savait pas que la femme qui se tenait au-dessus de lui et qui criait à propos d'un « faux billet » et d'un « siège volé » était en fait une employée de l'entreprise de son père.
Et il n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de commettre un crime si tordu, si prémédité, qu'il détruirait sa propre vie à jamais. Parce que Belle Cointon était sur le point de faire l'impensable. Elle était sur le point de faire accuser un enfant innocent de 8 ans de vol. Frustrée que l'hôtesse de l'air Tempérance Rodriguez continue de défendre le droit de Michael à s'asseoir en première classe, Belle savait qu'elle avait besoin d'une nouvelle stratégie. Elle s'est excusée et est allée aux toilettes, disant aux passagers à proximité qu'elle avait besoin d'un moment pour se ressaisir. Mais il ne s'agissait pas de se calmer. Il s'agissait de planification. Dans les toilettes de l'avion, Belle sortit son deuxième téléphone, un téléphone jetable. Un vieil iPhone, complètement effacé, sans données personnelles, sans contact, sans historique de navigation. Juste un outil. Elle le fixa pendant un long moment, et c'est à ce moment-là que le plan prit forme. Elle allait piéger un enfant. De retour à sa place, Belle a réalisé la performance de sa vie. Alors que Michael triait tranquillement ses feuilles de calcul de mathématiques avancées, Belle feignit de trébucher. « Oh, je suis vraiment désolée, chérie, dit-elle, dégoulinant d'une fausse douceur alors qu'elle heurtait le petit garçon. Mais en une fraction de seconde, alors que tout le monde pensait que c'était juste de la maladresse, Belle glissa le téléphone jetable au fond du sac à dos de Michael. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle avait fait. Et maintenant, le piège était tendu. Belle a commencé à empoisonner les esprits. « J'ai vraiment de la peine pour ce pauvre enfant », murmura-t-elle aux autres passagers d'une voix basse et empreinte d'inquiétude. « Où sont ses parents ? Quel genre de famille laisse un enfant voyager seul comme ça ?» En quelques minutes, elle avait remodelé le récit. Du raciste prétentieux à elle, adulte concerné. 10 minutes se sont écoulées. 10 minutes de silence, pendant que Michael travaillait sur des équations de calcul, complètement inconscient qu'il était sur le point d'être accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Puis, la représentation a commencé. Belle a commencé à fouiller dans son sac à main, dans son siège, sous sa chaise. « Mon téléphone. Oh mon Dieu, il a disparu », hurla-t-elle assez fort pour que toute la cabine l'entende. « Il a tous mes contacts professionnels. Toute ma vie est dans ce téléphone. » D'autres passagers levèrent les yeux, inquiets. Elle semblait désespérée. Sincère. « Je l'avais en embarquant », insista-t-elle. « Je me souviens l'avoir tenu. La seule personne près de mon sac était. » Elle a pointé du doigt. Directement vers Michael. « Ce garçon. En se déplaçant tout à l'heure, il a dû le prendre. » Michael leva les yeux écarquillés et confus. « Madame, je n'ai touché à rien de ce qui vous appartient, dit-il doucement. Je travaillais sur des problèmes de maths depuis le début. » Mais Belle avait déjà renversé la vapeur. Même les passagers neutres ont commencé à douter de lui. « Peut-être l'avez-vous ramassé par accident, dit doucement Crawford Chen, un homme d'affaires âgé. « Pourrais-tu enregistrer ton sac, chérie ?» lui demanda Sarafina Williams, une jeune mère qui lui souriait une heure plus tôt. Même Tempérance Rodriguez, l'hôtesse de l'air qui se tenait à ses côtés, semblait mal à l'aise. « Michael, mon chéri, dit-elle doucement. Peux-tu vérifier ton sac à dos, s'il te plaît ?» Les larmes montèrent aux yeux de Michael. Il n'avait rien fait de mal. Rien. Mais maintenant, toute la cabine le regardait ouvrir lentement son sac. Et puis, c'est arrivé. Le téléphone jetable est tombé et a heurté le sol avec un bruit sourd et creux. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis Belle a crié. « Le voilà. Il a volé mon téléphone. Je le savais. Un voleur. » Elle a pointé Michael du doigt comme s'il était armé et dangereux. Les passagers ont explosé. Je n'arrive pas à y croire. Il semblait si innocent. C'est pour ça qu'on ne laisse pas certaines personnes monter en première classe. Appelez la police. La mentalité de la foule a pris le dessus. Ce garçon de 8 ans, un génie des mathématiques, fils d'un milliardaire de la technologie, qui volait pour recevoir la médaille Fields, était désormais traité de voleur. Un criminel. Une menace. Et personne ne l'a défendu. Personne n'a cru à ses larmes. Personne ne croyait sa voix alors qu'il sanglotait. Je ne l'ai pas pris. Je le jure. Je ne sais pas comment il est arrivé là. S'il vous plaît, je n'ai rien fait. Mais cela n'avait pas d'importance. Belle avait déjà gagné. Elle avait transformé le racisme en arme, et maintenant, toute une cabine d'adultes s'était retournée contre un enfant. Mais ce que personne ne savait, ni Belle,
ni les passagers, ni même Michael sait que quelqu'un avait tout vu. Quelqu'un avait observé. Et ils étaient sur le point de révéler la vérité de la manière la plus spectaculaire imaginable. Mais d'abord, les choses allaient empirer. La voix du capitaine Morrison grésillait dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous effectuons un atterrissage d'urgence à Denver en raison d'un grave incident de sécurité à bord de l'avion. » Un atterrissage d'urgence. Un incident de sécurité. Tout cela à cause d'un garçon de 8 ans. Un garçon qui n'avait absolument rien fait de mal. Les passagers autour de Michael émirent des murmures satisfaits. « Bien », dit une femme en croisant les bras avec une satisfaction suffisante. « Il est temps que quelqu'un prenne cela au sérieux. » Crawford Chen acquiesça d'un signe de tête approbateur, visiblement convaincu que son jugement initial avait été justifié. Même certains passagers, jusque-là mal à l'aise, acquiescèrent, transportés par la certitude collective que justice était enfin rendue. Mais ce n'était pas du tout de la justice. C'était la loi de la foule. Il s'agissait de préjugés raciaux déguisés en indignation vertueuse. C'était le pire de la nature humaine, pleinement exposé à 30 000 pieds d'altitude. Alors que l'avion commençait sa descente vers l'aéroport international de Denver, on pouvait sentir la tension monter, comme de l'électricité dans l'air avant un orage. La cabine avait pris une atmosphère presque festive. Les passagers étaient animés, discutant avec enthousiasme de ce dont ils avaient été témoins et se félicitant d'avoir contribué à démasquer un jeune voleur. Belle Quinton était assise sur son siège telle une reine sur son trône, rayonnante d'une satisfaction pharisaïque. Elle avait orchestré la destruction de la vie d'un enfant et savourait ce qu'elle croyait être son moment de triomphe. Elle se tournait sans cesse vers les passagers à proximité, secouant la tête avec une tristesse répétée, disant des choses comme « Je suis tellement désolé pour ses parents, s'ils se soucient vraiment de savoir où il est. » La cruauté dans sa voix était indéniable. Mais aux yeux des autres passagers, elle ressemblait à une citoyenne engagée accomplissant son devoir civique. D'autres étaient déjà en train de composer mentalement les histoires qu'ils raconteraient plus tard à leurs amis et à leurs familles à propos de ce vol dramatique. Certains ont publié sur les réseaux sociaux des versions aseptisées des événements qui les présentaient comme des héros. Les hashtags se formaient. Hashtag sécurité aérienne. Hashtag justice servie. Hashtag pris la main dans le rire. Mais Michael est resté assis là. Petit. Effrayé. Complètement seul d'une manière qu'aucun enfant de 8 ans ne devrait jamais être. Ses petites mains, quand elles n'essuyaient pas leurs larmes, continuaient à travailler sur ses calculs. Car les mathématiques étaient la seule chose qui lui apportait du réconfort dans ce cauchemar éveillé. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne vous jugent pas sur la couleur de votre peau. Les chiffres ne vous accusent pas de crimes que vous n'avez pas commis. Dans un monde devenu complètement fou, les mathématiques étaient la seule constante à laquelle Michael pouvait faire confiance. Il n'avait aucune idée que son père remuait déjà ciel et terre pour arriver jusqu'à lui. Je n'avais aucune idée que certains des avocats les plus puissants du pays étaient déjà en activité. Je n'avais aucune idée que les équipes de sécurité d'élite de l'entreprise suivaient sa localisation en temps réel. Tout ce qu'il savait, c'est que tous les adultes autour de lui ou des adultes censés protéger les enfants, censés être justes et responsables pensaient qu'il était un criminel. Les dommages psychologiques qu'il subit à ce moment-là sont presque impossibles à mesurer. Imaginez avoir 8 ans et voir votre vision du monde brisée en un seul après-midi. Imaginez que vous appreniez que votre couleur de peau pourrait être utilisée comme preuve contre vous. Imaginez découvrir que votre intelligence, vos réalisations, votre caractère, rien de tout cela n'a d'importance quand les gens ont déjà décidé ce qu'ils doivent croire à votre sujet. L'avion a atterri sur le tarmac de Denver avec un bruit sourd. La voix résonna dans la cabine comme le marteau d'un juge, scellant le sort de Michael. Du moins, c'est ce qu'il croyait. En quelques minutes, l'avion était encerclé par des véhicules d'urgence. Des lumières rouges et bleues tournoyaient follement à travers les fenêtres, peignant l'intérieur de la cabine de traînées colorées. Voitures de police. Ambulances. Camions de pompiers. Le protocole d'urgence avait été activé pour ce que tout le monde croyait être une situation dangereuse impliquant un enfant criminel. De son siège côté fenêtre, Michael pouvait tout voir. Les lumières. Les véhicules. Le personnel en uniforme qui se rassemblait dehors. Et puis vint le son qui entrait, quiconque entendrait à nouveau cette histoire. Des pas. Des pas lourds, délibérés et autoritaires résonnent dans la passerelle comme des tambours de guerre. Chaque pas résonnait plus fort que le précédent, scellant un peu plus le destin de Michael.
L'inspecteur Rivera et l'agent Thompson montèrent à bord de l'avion, l'air sérieux et froid. Il ne s'agissait pas de fonctionnaires de la compagnie aérienne ni de policiers de centre commercial. C'étaient de vrais officiers. Et ils traitaient cela comme une opération criminelle à enjeux élevés. Leurs mains planaient près de leurs armes tandis qu'ils scrutaient la cabine. Les passagers se redressèrent, électrisés par le drame. Ils croyaient assister à une justice rendue à un événement important, dont ils parleraient un jour à leurs petits-enfants. Le langage corporel des policiers le confirmait, c'était grave. C'était réel. C'était la confirmation qu'ils avaient eu raison de soupçonner Michael depuis le début. Belle se lança dans la performance de sa vie. Elle désigna Michael comme s'il était un fugitif recherché dans les 50 États. « Officier. Ce garçon m'a volé mon téléphone », a-t-elle déclaré, la voix pleine d'une indignation théâtrale. Tout le monde l'a vu tomber de son sac. Je l'ai pris en flagrant délit. Il ment et nie depuis le début, mais les preuves parlent d'elles-mêmes. Les passagers hochèrent vigoureusement la tête, leur visage rayonnant d'une conviction vertueuse. Ils s'étaient convaincus qu'ils étaient témoins de la justice en action ou des héros d'une parabole moderne du bien contre le mal. En réalité, ils étaient complices. Complices de l'un des actes de persécution raciale et de maltraitance d'enfants les plus dégoûtants qu'on puisse imaginer. Mais ils ne l'ont pas vu de cette façon. Nous l'avons tous vu, a ajouté Crawford Chen, sa voix portant l'autorité supposée de l'âge. Le téléphone est tombé de son sac à dos. C'était clair comme de l'eau de roche. Aucun doute là-dessus. D'autres murmurèrent leur accord, créant un chœur de faux témoins qui rendait l'innocence de Michael impossible. Ce qui est arrivé ensuite vous hantera pour toujours. Ce qui s'est passé ensuite était si mal, si fondamentalement dérangeant, qu'il révèle tout ce qui est brisé dans un monde où les préjugés peuvent déformer nos systèmes fondamentaux de justice et de protection. Malgré l'âge de Michael, malgré le fait qu'il était à peine assez grand pour atteindre le compartiment supérieur, encore assez jeune pour avoir besoin d'aide pour couper sa nourriture, la police l'a placé sous contrainte. Imaginez ça. Des menottes, conçues pour les enfants, claquées autour des petits poignets d'un génie mathématique. Son seul crime ? Être noir en première classe. Vous êtes en état d'arrestation pour vol, a déclaré l'agent Thompson, utilisant ce ton froid et officiel, celui qu'il réserve aux criminels endurcis, et non aux élèves de deuxième année en pleurs. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez droit à un avocat. Les droits de Miranda. Lire à un enfant de 8 ans. Laissez cette image s'imprimer dans votre mémoire. Un enfant qui aurait dû s'inquiéter de ses devoirs et de sa récréation entendait maintenant les mêmes mots adressés à des criminels violents. L'horreur surréaliste du moment échappa à tout le monde, sauf à Michael. Il vivait le pire cauchemar de tout parent. Le moment le plus terrifiant de chaque enfant. Mais Michael n'était pas silencieux. Ce prodige de 8 ans, qui résolvait des problèmes de mathématiques de niveau doctorat quelques heures plus tôt, était maintenant en hyperventilation, les larmes coulaient sur ses joues, son monde s'effondrait. Sa voix, petite et brisée, traversait la cabine comme un scalpel. « Je veux mon papa. S'il vous plaît, appelez mon papa. Je n'ai rien fait de mal. S'il vous plaît, appelez mon papa. » Ce désespoir brut, primitif, humain aurait dû briser le cœur de tous les habitants de cette cabane. Le cri instinctif d'un enfant souffrant aurait dû déclencher tous les instincts protecteurs que possèdent les adultes. Mais ce ne fut pas le cas. La plupart des passagers ont regardé avec une satisfaction silencieuse, croyant que justice était rendue. Certains filmaient, se préparant à publier l'arrestation sur les réseaux sociaux. D'autres secouèrent la tête et marmonnèrent. Qu'est-ce qui ne va pas avec les enfants de nos jours ? Où sont les parents ? Aucun d'entre eux n'a demandé. Et si nous avions tort ? Le niveau de cruauté était à couper le souffle, avec une indifférence désinvolte à la souffrance d'un enfant. L'officier Thompson baissa les yeux vers le garçon en sanglots et, pendant un instant, quelque chose traversa son détachement professionnel, quelque chose de presque humain. C'était peut-être la vue de ses petits poignets menottés. C'était peut-être la terreur dans les yeux de Michael, écarquillés et humides de confusion. C'était peut-être la façon dont le garçon continuait à demander son père, encore et encore, avec ce désespoir brut qui ne vient que de la véritable innocence. Quoi qu'il en soit, l'officier Thompson a cédé. Il a accepté, à contre-cœur, de passer l'appel que Michael lui avait demandé. Avec des mains tremblantes qui pouvaient à peine tenir le téléphone en place, Michael lui donna le numéro.
C'était un numéro qu'il avait mémorisé depuis l'âge de 4 ans. On lui a enfoncé ça comme une bouée de sauvetage. Pour les urgences. Même si personne n'aurait pu imaginer. Monsieur, ici le département de police de Denver, a déclaré l'officier Thompson dans sa radio, sa voix ferme et routinière. Nous avons votre fils, Michael, en garde à vue. Il a été arrêté pour vol. Sur le vol 447. Oui, monsieur. Nous vous attendons. Mais quelque chose dans son ton a changé. Quelque chose de subtil. Quelque chose de calme. Tandis que la personne à l'autre bout du fil parlait, les sourcils de l'agent Thompson se froncèrent. Il s'est redressé. Il y eut une pause. Puis un autre. Il a demandé à la personne de répéter. Ensuite, pour épeler un nom. Puis pour confirmer quelque chose qui l'a clairement surpris. Aucun des passagers ne l'a remarqué. Ils étaient trop occupés à se féliciter. Trop occupés à raconter leurs petites histoires héroïques sur la capture d'un voleur. Trop occupés à me sentir fier. S'ils avaient été attentifs, ils auraient peut-être remarqué à quel point la confiance de Thompson vacillait. Le regard qu'il a échangé avec le détective Rivera. La façon dont il a discrètement demandé par radio la liste des passagers du vol. Ce qui suivit fut 20 minutes d'agonie pure et concentrée. 20 minutes qui ont semblé durer 20 heures. 20 minutes qui ont fait vieillir Michael Ashworth de 20 ans. L'avion était immobile sur le tarmac. Comme une prison. Michael était assis, menotté, sur son siège. Je pleure toujours doucement. J'essaie toujours de comprendre comment son voyage passionnant à Boston s'est transformé en cauchemar. Même s'il pleurait, il regardait ses feuilles de calcul mathématiques. Ils étaient la seule chose qui le maintenait en place, le seul lien qui lui restait avec la normalité. Et Belle? Belle passait les meilleurs moments de sa vie. Elle a défilé dans la cabine de première classe comme une héroïne autoproclamée. Comme si elle venait de sauver l'aviation de la menace de mathématiciens de 8 ans. Elle disait à tous ceux qui voulaient l'écouter. Voilà ce qui arrive lorsque les parents n'apprennent pas à leurs enfants à distinguer le bien du mal. Je l'ai déjà vu. Ils commencent à voler les jeunes. Et ça ne fait qu'empirer. Quelqu'un devait intervenir. L'étouffer dans l'œuf. Avant qu'il ne devienne un véritable danger pour la société. Le racisme désinvolte dans ses propos était stupéfiant. La façon dont elle parlait d'un enfant de 8 ans comme s'il s'agissait d'un criminel endurci. La façon dont elle attribuait son comportement à son éducation et par extension, à sa race. C'était un préjugé classique. Livré avec la suffisance de quelqu'un convaincu qu'elle rendait service au monde. Elle avait détruit la vie d'un enfant. Traumatisé une famille. A forcé un avion commercial à effectuer un atterrissage d'urgence. Et pourtant, dans son esprit, elle était la victime. Elle était le héros. Mais ce que Belle Cointon ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, pas même la police, c'est que quelque chose d'extraordinaire se passait dans les coulisses. Quelque chose qui changerait tout. Les téléphones sonnaient. Pas n'importe quel téléphone, le téléphone. Le genre de personne qui déplace des montagnes et détruit des réputations. Les équipes de sécurité de l'entreprise ont été activées. Les services juridiques mobilisés. Jet privé ravitaillé en carburant. Des ressources que la plupart des gens ne pourraient même pas avoir imaginées étaient en cours de déploiement. Avec une précision militaire. Avec une efficacité milliardaire. Si ton cœur se brise, si ton sang bout, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Parce que le prochain chapitre de cette histoire va rendre la justice comme vous n'en avez jamais vu. La justice allait être rendue à Michael Ashworth. Et cela viendrait d'une manière qui démantèlerait tout le monde et qui avait participé à sa persécution. Le renversement de situation était imminent. Tellement dévastateur. Tellement poétique. Cela restaurerait votre foi dans le karma et dans la vérité. Le son a commencé comme un faible grondement. À peine audible par rapport au bourdonnement de l'activité de l'aéroport. Puis le bruit est devenu plus fort. 3 SUV noirs aux vitres fortement teintées ont traversé le tarmac. Les moteurs rugissent. Les pneus crissent. Ce n'étaient pas des véhicules ordinaires. Il s'agissait de machines haut de gamme, de qualité gouvernementale, à l'épreuve des balles, adaptées à l'élite, aux puissants. Et du véhicule de tête sortit un homme dont la seule présence arrêtait le temps. L'homme qui était sur le point de monter dans cet avion et de bouleverser toute l'histoire.
L'homme dont l'arrivée ferait regretter à tous ceux qui tourmentaient son fils de naître. Alors que Belle se prélassait encore dans son éclat moralisateur. Alors que les passagers se félicitaient encore d'avoir fait ce qu'il fallait. Aucun d'entre eux ne s'en est rendu compte. Ils avaient simplement choisi la mauvaise famille. Ils n'avaient aucune idée que le garçon qu'ils avaient menotté, humilié et presque détruit, était le fils de l'un des hommes les plus puissants d'Amérique. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Mais ils le feraient. Parce que la justice était sur le point de franchir cette porte. Et lorsque Donovan Ashworth est monté dans cet avion, le monde a changé. Les SUV se sont arrêtés dans un crissement de pneus juste à l'extérieur de l'avion. Les moteurs sont coupés. La tension ? Électrique. Les portières des voitures claquèrent avec une force tonitruante. Et puis, du véhicule de tête est sorti un homme qui semblait avoir été taillé pour l'autorité et la vengeance. Donovan Ashworth. 6 pieds 2 pouces. Vêtu d'un costume sur mesure qui respirait le luxe. Mais ce n'est pas le costume qui a fait taire les gens. C'était l'aura. La présence. C'était un homme qui dirigeait les conseils d'administration. Qui a passé des appels téléphoniques qui ont modifié les marchés boursiers. Qui a négocié des fusions de plusieurs milliards de dollars avant le petit déjeuner? Et maintenant, tout ce pouvoir avait une mission. Protéger son fils. Derrière lui, une petite armée le suivait. Agents de sécurité d'entreprise. Les puissances juridiques. Une flotte de professionnels si élitistes que leur mallette détenait probablement un potentiel de destruction supérieur à celui de certains gouvernements. Leur pas résonnait à travers la passerelle rythmée, précis. Contrairement aux bottes de police qui les avaient précédés, ces marches étaient plus froides. Plus nettes. Finale. Donovan Ashworth entra dans la cabine. L'air a changé. Épaissi. Les conversations ont cessé. Les passagers regardaient fixement. Même les officiers ont instinctivement redressé leur posture. Et quand il parlait, sa voix était tranchante comme de la glace. Officier. Je suis Donovan Ashworth. C'est mon fils que vous avez menotté. Les mots ont fait l'effet d'une bombe. Personne n'a bougé. Personne ne respirait. Et pourtant, presque personne pas encore ne reconnaissait ce nom. Mais il le ferait. Oh, il le ferait. Ils étaient encore en train de traiter le fait que cet homme manifestement riche et puissant revendiquait la petit voleur comme son fils. Mais Belle Cointon a entendu ce nom et son monde a commencé à s'effondrer en temps réel. Tu pourrais littéralement regarder la couleur disparaître de son visage alors que la reconnaissance se faisait jour comme un lever de soleil horrible. Sa bouche s'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Attendez. Monsieur Ashworth. Oh mon Dieu, vous êtes... Elle n'a pas pu terminer la phrase. L'ampleur de ce qu'elle avait fait la frappa comme un train de marchandises. Le petit garçon qu'elle avait tourmenté, humilié et accusé de vol n'était pas n'importe quel enfant. C'était le fils de son patron. Pas seulement son supérieur direct. Pas seulement un cadre intermédiaire. Il était le fils du PDG, le propriétaire, l'homme qui pourrait détruire sa vie avec un seul mot. Crawford Chen, l'homme d'affaires âgé qui avait été si prompt à juger Michael, halta bruyamment lorsque les pièces du puzzle s'emboîtèrent. C'est le PDG d'Ashworth Technologies. C'est un milliardaire. La réaction dans toute la cabine a été immédiate et dévastatrice. Les passagers qui, quelques instants auparavant, étaient sûrs de leur droiture semblaient maintenant vouloir disparaître dans leur siège. Les personnes qui prenaient des vidéos ont rapidement rangé leur téléphone, réalisant qu'elles venaient peut-être de se filmer elles-mêmes, persécutant le fils de l'un des hommes les plus puissants d'Amérique. Mais les bombes n'étaient pas terminées. Ce qui s'est passé ensuite était si parfaitement synchronisé, si dramatiquement satisfaisant, qu'il semblait que l'univers lui-même l'avait écrit. Le passager silencieux du siège 3, c'est l'homme qui était resté silencieux pendant toute l'épreuve, s'est soudainement levé. Marcus Stone était si banal que la plupart des passagers avaient oublié sa présence. Mais maintenant, il a mis la main dans sa veste et a sorti un badge. Les yeux du détective Rivera s'écarquillèrent instantanément. Agent Marcus Stone, maréchal de l'air fédéral, a-t-il annoncé. Sa voix exprimait l'autorité indéniable des forces de l'ordre fédéral. J'ai observé tout ce vol pour des raisons de sécurité et je dois informer tout le monde que j'ai été témoin d'un crime fédéral grave. La cabine tomba dans un silence stupéfait. On aurait pu entendre une mouche voler.
Tous les regards se sont fixés sur l'agent Stone alors qu'il continuait. Ces mots tombèrent comme des coups de marteau sur le monde en train de s'effondrer de Belle. « Madame, dit-il en la fixant d'un regard qui pouvait faire fondre l'acier, j'ai une preuve vidéo de vous plantation ce téléphone dans le sac à dos de cet enfant. » Le visage de Belle passa du blanc au vert maladif. Ses genoux se sont légèrement contractés. Le mensonge qu'elle avait si soigneusement construit, la performance qu'elle avait donnée, la foule qu'elle avait soulevée, tout cela était sur le point de s'effondrer. L'agent Stone a sorti son téléphone. À l'écran, des images d'une clarté cristalline. De son point de vue, il n'y avait aucune ambiguïté. Ce que Belle avait appelé un « trébuchement accidentel » n'en était pas un. On pouvait l'avoir fouillé délibérément dans le sac à dos de Michael. On pouvait l'avoir placé méthodiquement le téléphone jetable à l'intérieur. Vous pourriez voir l'intention. Voici une vidéo de vous plaçant délibérément votre téléphone jetable dans son sac pendant votre faux pas, a déclaré l'agent Stone en montrant l'écran aux officiers. J'ai documenté l'incident dans son intégralité, sous plusieurs angles. Le monde de Belle était désormais dans chute libre complète. Mais elle n'allait pas se laisser faire sans se battre. Le désespoir rendait sa voix stridente et hystérique. C'est impossible. Il m'a volé mon téléphone. Tout le monde l'a vu tomber de son sac. Vous êtes tous impliqués. C'est un piège. Mais l'agent Stone n'en avait pas fini. Il démontait ses mensonges comme un enquêteur fédéral chevronné. De plus, continua-t-il calmement, ce téléphone a été réinitialisé en usine il y a 3 jours. Pas de contact. Pas de photo. Pas d'historique d'utilisation. Pas de message. Rien. Il leva les yeux sans cligner des yeux. C'est un téléphone jetable, acheté précisément à cette fin. Ce n'était pas une accusation de vol spontané. C'était fraude préméditée contre un enfant innocent. Les preuves techniques étaient accablantes. Indéniables. Belle avait été attrapée un flagrant délit par un témoin dont le témoignage pourrait condamner des criminels devant un tribunal fédéral. Son plan raciste. Sa tentative de détruire l'avenir d'un enfant. Sa manipulation de sang-froid d'une cabine d'avion entière. Tout cela est documenté. Mais Donovan Ashworth n'avait pas fini. Sa voix, profonde et autoritaire, remplissait la cabine comme le tonnerre. Laissez-moi m'assurer que tout le monde dans cet avion comprend exactement qu'est-ce qui vient de se passer. Chaque mot qu'il prononçait portait le poids du pouvoir, de la richesse et de l'autorité. Quand Donovan Ashworth parle, les gens écoutent qu'ils le veuillent ou non. Mon fils, Michael, est un génie certifié des mathématiques. Il est la plus jeune personne jamais intronisée au temple de la renommée des mathématiques. Il se rend à Boston pour recevoir cet honneur, un honneur aucun autre enfant de 8 ans dans l'histoire ait jamais accompli. Cet enfant brillant et innocent était en passe d'entrer dans l'histoire et au lieu de cela, il a été traumatisé, humilié, et accusé de crime, par des adultes qui l'ont jugé en fonction de rien d'autre que la couleur de sa peau. Les mots ont frappé comme un coup physique. Les passagers se tortillaient de honte, réalisant qu'ils avaient rejoint une foule raciste contre un enfant prodige. Un génie qui avait accompli plus à l'âge de 8 ans qu'il n'en aurait accompli en toute une vie. Mais Donovan n'avait pas fini. Le coup le plus dévastateur restait à venir. Cette femme, Belle Quinton, dit-il d'un ton glacial, travaille pour mon entreprise. Elle était un employé d'Ashworth Technologies. Elle a fait du profilage racial sur mon fils, puis l'a piégé pour protéger ses propres préjugés. Elle a utilisé un téléphone jetable pour fabriquer de fausses preuves contre un enfant. Elle a transformé cette cabane en un cœur de complice. L'impact de ces mots était comme une explosion au ralenti. Belle n'était pas juste une carène au hasard dans un avion. Elle était une employée de confiance. Et elle venait de commettre crimes multiples contre le fils du PDG. Les conséquences furent inimaginables. Sa carrière. Sa réputation. Son avenir. Disparu. Donovan se tourna alors vers elle et quand il parla, sa voix était suffisamment froide pour briser les empires. Mademoiselle Quinton, vous étiez résiliée immédiatement. Pas seulement licenciée, résiliée pour motif valable. Pas d'indemnité de départ. Pas de référence. Aucune possibilité d'emploi au sein de l'entreprise. N'importe l'entreprise de notre réseau mondial. Notre équipe de sécurité vous escortera hors de toutes les propriétés de l'entreprise. Notre service juridique engagera des poursuites pénales, mise en danger d'enfants, fausses déclarations, fraude et toute autre action que nous pourrons intenter.
Nous utiliserons chaque ressource pour vous assurer de faire face aux conséquences maximales pour ce que tu as fait à mon fils. L'option nucléaire d'entreprise avait été déployée. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un travail. Donovan Ashworth a eu l'influence nécessaire pour s'assurer que Bell soit inemployable pas seulement chez Ashworth Technologies, mais n'importe où dans son domaine. Les passagers qui avaient rejoint la croisade de Bell ressemblaient désormais à des fantômes. Le courage qu'ils ressentaient autrefois dans une foule s'était complètement évaporé. Crawford Chen semblait sur le point de s'évanouir. Monsieur Ashworth. Je dois des excuses sincères à votre fils. J'ai eu complètement tort. Je n'aurais jamais dû. Je suis vraiment désolé. Sarafina Williams, la jeune mère qui avait filmé des parties de l'incident, supprimait frénétiquement ses vidéos, honteuse de ne pas avoir réagi lorsque l'enfant avait besoin de quelqu'un. D'autres passagers évitaient tout contact visuel, priant silencieusement pour ne pas être considérés comme faisant partie de la foule qui avait tourmenté un enfant surdoué. Mais le moment le plus puissant, le moment qui a tout changé, est survenu lorsque les menottes ont finalement été retirées des petits poignets de Michael. Donovan serra son fils dans ses bras avec cette protection féroce que seul un parent peut comprendre. Sa voix, autrefois froide et autoritaire avec les adultes, devint douce et chaleureuse lorsqu'il s'adressa à Michael. « Je suis si fier de la façon dont tu t'es comporté, mon fils. Tu leur as montré qui tu étais vraiment. Tu as gardé ta dignité quand tous ceux qui t'entouraient ont perdu la leur. » Michael, toujours ému mais enfin en sécurité dans les bras de son père, leva les yeux avec ses yeux innocents d'un enfant de 8 ans qui avait vu beaucoup trop de cruauté en une journée. « Je voulais juste résoudre mes problèmes de maths et aller à Boston, papa. Je ne comprends pas pourquoi elle m'a fait du mal. » Ces mots « je ne comprends pas pourquoi elle m'a fait du mal » prononcés par un génie mathématique capable de résoudre des équations de niveau doctoral mais incapable de comprendre les préjugés des adultes, furent peut-être les paroles les plus déchirantes et les plus puissantes prononcées durant toute cette épreuve. Ils ont capturé l'innocence qui avait été violée, la confusion que le racisme instille dans les jeunes esprits et la simple humanité que les adultes à bord de cet avion avaient complètement oubliée. La transformation de la cabane était totale. Ce qui avait commencé comme une scène de foule contre un voleur de 8 ans se révélait être la persécution raciste d'un prodige des mathématiques par des adultes qui auraient dû être plus avisés. La justice avait été rendue, non seulement par des conséquences juridiques, mais par la justification morale totale d'un enfant innocent et la destruction complète de ceux qui lui avaient fait du tort. Alors que le père et le fils s'embrassaient dans la cabine de l'avion, entourés des décombres de la vie et de la carrière de Bell Quinton, il était impossible de ne pas croire que parfois ou juste parfois où l'univers rend exactement la justice que le mal mérite. Les roues de la justice tournaient rapidement et sans pitié. Quelques heures après les révélations de l'agent Stone, Bell Quinton s'est retrouvé menotté de vraies menottes et non les menottes pour enfants qui avaient été placées sur l'innocent Michael. L'ironie était poétique et dévastatrice. La femme qui avait exigé l'arrestation d'un garçon de 8 ans était désormais confrontée à de multiples accusations criminelles qui détruiraient sa vie à jamais. Le détective Rivera, qui avait initialement traité Michael comme un criminel, avait désormais la tâche inconfortable d'arrêter le véritable coupable. Les accusations étaient stupéfiantes, mise en danger d'enfants, dépôt de faux rapports de police, fraude, complot et accusations fédérales pour interférence avec le transport aérien. Le témoignage de l'agent Stone, combiné à ces preuves vidéo d'une clarté exceptionnelle, a rendu la condamnation absolument certaine. Les experts juridiques ont prédit que Bell serait confronté à 2 à 5 ans de prison fédérale, suivis de poursuites civiles massives qui la ruineraient pour le reste de sa vie. Mais ces problèmes juridiques n'étaient que le début. Ce qui s'est passé ensuite a fait en sorte que le nom de Bell Quinton soit associé de manière permanente à la persécution raciste et à la mauvaise conduite des entreprises. Les images de l'agent Stone ne sont pas restées longtemps confinées à un appareil fédéral. En quelques heures, la vidéo a été officiellement publiée et a explosé sur toutes les plateformes de médias sociaux de la planète. Le titre qui l'accompagnait était dévastateur dans sa simplicité. Une dirigeante d'entreprise piège un génie des mathématiques de 8 ans, il s'avère qu'il est le fils de son patron. La vidéo est devenue virale plus rapidement que toute autre chose dans l'histoire d'Internet. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, toutes les plateformes ont été inondées d'images de Bell plaçant des preuves dans le sac à dos d'un enfant, suivi de sa tirade raciste, puis de la révélation stupéfiante de la véritable identité de Michael. Le hashtag #JusticePour pour Michael a commencé à devenir une tendance mondiale en 6 heures, accumulant des millions de messages de personnes exprimant leur indignation face à ce dont elles avaient été témoins. Mais ce ne sont pas seulement les réseaux sociaux qui ont fait exploser cette histoire à l'échelle mondiale. Les principaux réseaux d'information l'ont immédiatement repris.
CNN, Fox News, MSNBC, BBC, tous les grands médias ont couvert en détail ce qu'ils ont appelé « le cas le plus choquant de profilage racial et de maltraitance d'enfants jamais filmé ». Les agences de presse internationales ont traduit l'histoire dans des dizaines de langues. Ce n'était plus seulement une histoire américaine, c'était devenu un symbole mondial de la façon dont les préjugés peuvent corrompre même les principes les plus fondamentaux de la justice et de la décence humaine. La réaction du public a été rapide et impitoyable. Le nom de Belle, son visage, toute son histoire sont devenus publics du jour au lendemain. Son profil LinkedIn a été inondé de milliers de messages indignés. Ses comptes sur les réseaux sociaux avant qu'elle ne les supprime désespérément ont été bombardés d'indignation et de dégoût du public. Elle était devenue la personne la plus détestée sur Internet. Et à juste titre. Mais alors que le monde de Belle s'effondrait, l'histoire de Michael commençait tout juste son plus beau chapitre. 3 jours après l'incident de l'avion, Michael Ashworth est monté sur scène lors de la cérémonie du Temple de la renommée des mathématiques à Boston. L'ovation debout qu'il a accueillie a été tonitruante, durant près de 5 minutes. Toutes les personnes présentes dans l'auditorium, professeurs, mathématiciens, chercheurs, universitaires étaient debout, applaudissant non seulement son génie mathématique, mais aussi son courage, sa dignité et sa grâce dans les circonstances les plus horribles. Lorsque Michael s'est finalement approché du micro pour prononcer son discours de remerciement, la salle est devenue silencieuse. Ce garçon de 8 ans, qui avait été menotté et humilié quelques jours plus tôt, a parlé avec une sagesse et une maturité qui ont fait pleurer tous les yeux présents dans la salle. Certaines personnes vous jugent avant même de connaître votre cœur, dit Michael, sa jeune voix portant une confiance tranquille. Mais les mathématiques ne mentent pas. Et les gens non plus. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, parce que c'est ce qui nous rend meilleurs. La simplicité et la profondeur de ces mots ont laissé le public stupéfait. Voilà un enfant qui avait parfaitement le droit d'être amer, en colère, de vivre un traumatisme. Et pourtant, il a choisi le pardon et l'espoir. L'ovation debout qui a suivi a duré encore plus longtemps que la première, de nombreuses personnes dans la foule pleurant ouvertement devant l'incroyable grâce de quelqu'un d'aussi jeune. L'impact de l'histoire de Michael s'est répercuté bien au-delà de cet auditorium. Donovan Ashworth, ému par l'expérience de son fils et déterminé à protéger d'autres enfants d'injustices similaires, a annoncé des réformes radicales chez Ashworth Technologies. L'entreprise est devenue un modèle national en matière d'initiatives antidiscrimination, en mettant en œuvre le programme de formation sur les préjugés le plus complet des entreprises américaines. Mais l'annonce la plus révolutionnaire est survenue 2 semaines plus tard. Un fonds de bourse d'études de 100 millions de dollars a été créé, dédié spécifiquement aux enfants talentueux issus de minorités, confrontés aux mêmes préjugés que Michael avait subis. Ce fonds offrait non seulement un soutien financier, mais aussi un mentorat, une assistance juridique et une protection pour ces jeunes esprits brillants, souvent ignorés, réduits au silence ou persécutés. L'impact fut immense. L'action de Belle déclencha involontairement une prise de conscience nationale sur les biais raciaux dans le monde de l'entreprise. À travers les États-Unis, les sociétés instaurèrent des formations obligatoires sur les préjugés. Les compagnies aériennes révisèrent leur politique de gestion des plaintes, notamment celles concernant les enfants. Les législateurs fédéraux présentèrent des lois visant à protéger les jeunes voyageurs. Ce qui avait commencé par une attaque raciste d'une femme contre un enfant s'était transformé en un changement systémique protégeant des milliers d'autres. L'ironie était évidente. La tentative de Belle de nuire à Michael avait en fait rendu le monde plus sûr et plus équitable pour les enfants doués de couleurs partout dans le monde. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour que d'autres puissent eux aussi en bénéficier. On se retrouve dans notre prochaine histoire.